TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie et cette semaine, pour cette édition du 20 octobre, on fait le point sur des problèmes de transport au centre de services scolaires au cœur des vallées. On parle aussi du reboisement au parc Lantier dans le secteur Buckingham. Jessie Laflamme nous dit tout ce qu'il y a à faire côté Halloween et Daniel Lafortune nous parle du Festival du film de l'Outaouais. Et on commence l'émission avec les actualités. Yannick, d'abord, il y a eu des problèmes de transport au centre de services scolaires au cœur des vallées. La semaine passée, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? C'est quoi l'état de la situation, en fait? Oui, bien, on a pu le voir, probablement que des gens l'ont vu sur Facebook, où ont vécu ces problèmes-là. Il y a eu plusieurs circuits qui ont dû être doublés parce qu'on n'avait pas assez de chauffeurs pour conduire les autobus. Donc, ça veut dire que les autobus allaient chercher des jeunes dans des écoles, allaient les porter à la maison et ensuite allaient rechercher d'autres jeunes dans d'autres écoles et allaient les porter à la maison. Donc, ça a amené des retards pour certains jeunes à des écoles, principalement du côté de Buckingham, parce qu'il n'y avait pas assez de chauffeurs pour tous les autobus. On avait assez d'autobus du côté du transporteur, mais on n'avait pas le personnel pour le remplir, comme à plein d'autres endroits, des problèmes de main-d'œuvre qui ont causé ce trouble-là. Mais oui, c'est sûr que la main-d'œuvre, c'est un enjeu pour le transport scolaire, mais qu'est-ce qui fait que la semaine passée, particulièrement, il y a eu une problématique, là? Oui, parce qu'on me dit qu'il y a un problème depuis le début de l'année, mais plus ponctuel. On a été obligé, une fois de temps en temps, de doubler un trajet par manque de chauffeurs. Mais la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'absences. On me disait qu'il y avait, entre autres, des gens qui avaient eu des rendez-vous pour des chirurgies. Les chirurgies recommencent. Donc, les chauffeurs, on sait, sont souvent plus âgés. Donc, il y avait des rendez-vous médicaux, des rendez-vous pour des chirurgies, d'autres rendez-vous. Donc, c'est pour ça qu'il a manqué énormément de personnes la semaine dernière. Le transporteur me disait que toute son équipe, et non pas juste les chauffeurs, mais des mécaniciens, des employés de bureau qui avaient la classe 2 pour conduire des autobus, étaient sur les circuits pour fournir le service parce qu'il y avait vraiment un manque flagrant de personnes. Mm-hmm. Fait que tout a été mis en place pour pallier le plus possible cette problématique-là. Mais qu'est-ce que dit en ce moment le centre de services scolaires au cœur des vallées? Bien sûr, on n'est pas, autant chez le transporteur que chez le centre de services scolaires, on n'est pas heureux de la situation. Ce n'est pas le service qu'on veut offrir. Par contre, ce que du côté du centre de services scolaires, on me disait, c'est qu'en ce moment, c'est quand même le moins pire des enjeux. Il y a des centres de services scolaires en ce moment au Québec qui ont été obligés de tout simplement annuler des trajets de transport. Donc, de dire aux parents, c'est à vous d'offrir le transport pour les jeunes pour l'aller et le retour parce qu'on n'est pas capable de l'offrir. On ne veut pas se rendre à ce niveau-là du côté du CSSCV. On me dit que pour le moment, le transporteur me dit que lui, il ne voit pas le moment qu'on va arriver à cette situation-là. Du côté du CSSCV, on espère ne pas y arriver. On est quand même conscient que c'est une possibilité, mais on ne veut pas arriver de ce côté-là. Non, ce ne serait pas souhaitable d'arriver à cette situation-là que les parents devraient aller porter les enfants eux-mêmes. Par contre, il y a une bonne nouvelle du côté du milieu scolaire. Il y a des jeunes qui ont participé au reboisement du parc Lantier dans le secteur Buckingham. Oui, le parc Lantier, peut-être que plusieurs s'en souviennent, a fait les manchettes pendant plusieurs mois, il y a quelques années, parce qu'il y avait beaucoup de chiens. Les résidents du secteur ne voulaient plus que ce soit un parc à chiens. Donc, ils se sont présentés au conseil municipal. Ils avaient réussi à obtenir que ce ne soit plus un parc à chiens.
parce que le parc est en train de se détériorer. Il y a beaucoup d'arbres qui sont morts et tout ça. Donc, pour essayer de ramener le parc, on a procédé à une activité de reboisement et on l'a fait avec des écoles du secteur de Buckingham, l'école Elementary, l'école anglophone, l'école Monseigneur Charbonneau et l'école Saint-Laurent. Donc, les jeunes ont participé à ce reboisement-là de l'école. Mais c'est certain que pour reboiser le parc, il y avait besoin d'arbres. Il y aurait pu y avoir plein de citoyens qui allaient faire ça. Mais pourquoi des jeunes ont participé au projet? Bien, c'est l'Association des Amis du Parc Lantier qui faisait le projet, voulait vraiment cibler les jeunes parce que les jeunes vont grandir avec le parc. Donc, l'idée derrière ce projet-là, c'est de les inciter, les sensibiliser rapidement à l'importance du parc et d'en prendre soin aussi parce que, veut pas, c'est aussi une réalité. Il faut réussir à prendre soin des parcs. Donc, ce parc-là est un joyau dans le secteur. On veut que le parc ait une pérennité et pour ça, on a besoin que les jeunes en prennent soin et les jeunes s'en occupent. Donc, en les invitant à venir participer, en plus de planter certains arbres, ils ont aussi fait certaines activités pour en apprendre plus sur les arbres qui étaient là et sur le parc en lui-même. Donc, on les sensibilise à l'importance de l'endroit pour pouvoir en prendre soin. Ils vont revenir plus tard peut-être avec leurs parents ou avec des amis et ils vont les sensibiliser aussi à cet endroit-là et à l'importance de bien l'utiliser. C'est quand même une centaine d'arbres qui ont été plantés. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a été planté, Yannick? Oui, on a de la pruche, entre autres, on a de l'érable à sucre, du pin blanc et du bouleau jaune qui ont été plantés. On parle d'une centaine d'arbres. Au départ, on voulait en planter 200. Mais en parlant avec la ville, parce que la ville est partenaire à travers le Fonds vert de la ville de Gatineau et avec des experts aussi, l'association a décidé d'y aller avec une centaine d'arbres d'une bonne grandeur quand même, là, pas trop petits, pour s'assurer que les arbres prennent bien et aient de la place et aient aussi du soleil pour pouvoir survivre longtemps. Parce qu'on sait, quand il y a une plantation d'arbres, habituellement, on peut s'attendre à une perte d'entre 5 et 10 des arbres. Donc, on espère que, vu que ce sont des arbres un peu plus gros, un peu plus matures, que ça va prendre mieux et qu'ils vont survivre pour un bon moment. Et pour un très beau parc, on l'espère. Autre sujet maintenant, du côté de l'Ange gardien. Ça fait jaser encore, Internet haute vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Oui, le dossier d'Internet haute vitesse, on sait que ça fait longtemps que ça fait jaser. Et même si le gouvernement a annoncé que tout le monde allait avoir accès à Internet haute vitesse en septembre 2022, à fin septembre 2022, mais ça reste quand même qu'il y a encore des gens qui craignent qu'il y ait des oublis. C'est un peu le cas du côté de l'Ange gardien. Il y a un secteur présentement au nord de la 309. Un peu pour les gens qui connaissent, c'est un peu le même secteur que pour la tour cellulaire qu'on attend du côté de l'Ange gardien, proche en s'en allant vers Notre-Dame-la-Salette. Donc, du côté de la municipalité, on craint que ce secteur-là soit oublié. Donc, on a passé une résolution qui demande à Télébec de fournir le service Internet haute vitesse dans ce secteur-là parce qu'on veut s'assurer que les gens aient le même service que les autres. Mais à quoi elle sert exactement cette résolution-là? Parce que de toute façon, on est supposé d'avoir Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Donc, pourquoi voter sur cette résolution-là? Est-ce que c'est plus symbolique? On peut dire un peu oui, c'est qu'on veut tout de suite soulever le drapeau rouge. Présentement, qu'est-ce qu'on sait, c'est que les compagnies qui ont obtenu les contrats, notamment pour l'Ange gardien, on parle de Cogeco et de Bell. Ces compagnies-là sont en train de faire l'inventaire de tous les endroits où il va y avoir de l'Internet à installer dans les prochains mois. Donc, on veut s'assurer que quand ils vont faire cet inventaire-là, qu'il n'y ait pas d'oubli nulle part. Parce que là, après ça, les MRC et les municipalités vont faire un examen de l'inventaire fait par ces compagnies-là et vont pouvoir soulever et dire vous avez oublié tel secteur, tel secteur. Donc, en passant à la résolution, premièrement, il dit tout de suite aux compagnies, on vous le dit tout de suite, prévoyez ce secteur-là. Ils disent la même chose aussi à la MRC des collines de l'Outaouais. S'il vous plaît, quand vous allez surveillez que ce secteur-là soit présent parce que c'est un petit secteur et on a peur que ça tombe dans les craques du tapis. Mm-hmm. Et la municipalité de l'Ange gardien sont assez transparents quand même sur ce qu'ils font pour Internet haute vitesse. Ils veulent bien aviser leurs citoyens. Puis il y a une autre stratégie qu'ils veulent mettre en place. Qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est le gouvernement qui va le mettre en place. Ça va être un site Internet en lien avec toute l'annonce justement qui a été faite pour l'Internet haute vitesse. C'est que le gouvernement a indiqué qu'une fois que les inventaires vont être faits, il va y avoir un site Internet qui va permettre aux gens d'aller voir qui va être votre fournisseur Internet dans ce groupe-là, dans le groupe des gens qui ont eu de l'argent. Donc, les gens vont pouvoir vérifier que leur maison est bien touchée par ce programme-là. C'est une assurance de plus que le gouvernement va aller chercher parce que là, les gens, quand ils vont voir, ils vont inscrire leur adresse. S'ils voient qu'il n'y a personne qui les couvre, bien, ils vont contacter la municipalité, ils vont contacter la MRC, qui va pouvoir contacter le gouvernement et les compagnies pour s'assurer que, justement, ces maisons-là ne soient pas oubliées. Et en terminant, Yannick Boursier, à Tursault, il y a des travaux qui vont devoir être faits, hein? Oui, des travaux sur la rue Hill. La rue Hill, présentement, les maisons font des rejets d'eau usée en arrière dans le parc national de Plaisance. Et c'est le même depuis longtemps. Et le parc national a envoyé une lettre dernièrement à la municipalité de Tursault pour dire on aimerait que vous arrêtez de faire des rejets. S'il vous plaît, changez la façon de faire. Donc, la municipalité a passé une résolution pour dire comme quoi qu'ils vont brancher ces maisons-là sur le réseau municipal. Et ce sera branché en 2023. Yannick Boursier, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et on s'en va rejoindre Jessie Laflamme pour savoir tout ce qu'il y a à faire pour l'Halloween. Bonjour Jessie. Bonjour Floralie. D'abord, du côté de Buckingham, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien, ça commence le 31 octobre, hein, la date même. À partir de 14 h, c'est l'Halloween au village qu'on appelle, organisé par le Carrefour culturel Estacade. Et ce qu'il propose cette année, c'est un sentier de 600 mètres, un parcours animé, décoré, qui va partir en arrière du tic géant sur la rue Fall pour se rendre au parc Scollune où des bonbons vont être distribués. Donc, les enfants âgés de 12 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte. Et belle activité là, cette journée-là. Et même avant le 31 octobre, les enfants vont quand même pouvoir avoir le droit à des bonbons là, dans les alentours. Tout à fait. À l'Encan-la-Rose, le 23 octobre, il y a le marché des sorcières de l'Outaouais qui se déroule de 9 h à 16 h. Et pour l'occasion, il y aura 45 producteurs et artisans qui vont être présents. Certains vont être décorés pour donner des bonbons décorés, surtout déguisés, on dirait. C'est quand même des personnes qui vont être... Mais le marché va être décoré. Oui, le marché aussi, va être décoré. Les artisans vont être déguisés pour donner des bonbons aux enfants. Il y aura aussi du maquillage, donc activité à faire là, prochainement. Là. Oui, et à Saint-André-Avelin aussi, ça s'anime. Oui, ça s'anime et c'est vraiment la première année que ça se déroule. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va être. En fait, c'est la maison possédée de Saint-André-Avelin, qui est l'ancienne maison ancestrale, qui est située en plein cœur du village. Ça appartenait à un clergé avant, donc les secrets les plus sombres s'y cachent. Et ce que la compagnie rustique, qui est les nouveaux propriétaires, proposent, c'est seriez-vous en mesure de garder le contrôle de votre esprit ou vous allez devenir un des nôtres de la maison? Donc, très hâte de voir. Il y a 2 plages horaires, donc de 18 h à 20 h pour les plus petits et de 20 h à 22 h pour les plus courageux. Et il y a 4 dates, donc le 23, 24, 29 et 30 octobre. Et le coût est de 3 $ par personne. Toujours dans la petite nation, à Ripon, aussi une nouvelle activité dans un quand même récent endroit. En fait, oui. C'est un ancien endroit, mais qui a comme été transformé, hein, si je comprends bien. Oui, il y a eu plusieurs vocations. C'est le manoir de Ripon, dans le fond, qui est un lieu de résidence, de création artistique, collective, et ils proposent, eux, un 6 à 8 qui fout la frousse, mais familial. Donc, il y aura parcours hanté, bière, magie, ambiance festive, et ça se déroule ça aussi, là, vraiment, ça se déroule le 30 octobre, donc le samedi soir. Oui, à Saint-Émile-de-Suffolk, qu'est-ce qu'on a? C'est un dôme. La patinoire est recouverte d'un gros dôme et le dôme va être hanté lors de cette soirée. Et particularité, même pour la plupart des événements que j'ai oublié de mentionner, c'est que les réservations sont requises, étant donné la COVID. Et il y aura un article sur petitenationoutaouais.com, le site web, pour avoir tous les détails de comment, les heures et tout.
des activités dont on parle présentement et comment réserver là, également. Oui, puis on vous en parle quand même suffisamment d'avance pour que vous ayez le temps de réserver si nécessaire. Et de faire un choix, parce qu'il y a quand même plusieurs choix. Là, oui, puis on peut en faire dès cette fin de semaine. Oui. Et la fin de semaine suivante aussi. Fait que, si on cherche quelque chose à faire. Là... cette année, oui. Oui. L'année passée, on a peut-être moins fêté, mais là, cette année, on peut la fêter en masse l'Halloween. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant du côté de Val-des-Bois pour l'Halloween? Du côté de Val-des-Bois, c'est le Sentier du Lièvre qui va être animé, décoré pour l'occasion. Et s'il pleut, ça va être au garage municipal. Et la particularité que je trouve très intéressante, là, eux aussi, ça se déroule, eux aussi, c'est le 30 octobre, mais les gens sont invités à participer à des décorations de citrouilles et à aller les mener au centre communautaire. Les citrouilles vont servir à décorer le sentier la journée festive, finalement, et il y aura un tirage de 50 $ de marchands locaux parmi les décorateurs de citrouilles. Donc, une autre façon d'en profiter avant l'événement aussi. Oui, et de continuer à encourager nos producteurs locaux là, d'une certaine façon. En plus. Avec le 50 $, pourquoi pas. Tout à fait. Et à Papineauville aussi, il y a d'autres activités dans oui, à Papineauville, c'est le soir même, donc le 31 octobre, et ça se déroule de 17h30 à 19h30. Ça se déroule au parc Henri Bourassa qui va être décoré pour l'occasion, donc parcours lumineux, manoir hanté un peu. Et particularité, c'est que The Rock Show va faire une prestation, le groupe musical, pendant cette période-là. Donc, une Halloween plus musicale là, du côté de Papineauville. Et une autre sorte d'Halloween, ça peut être directement d'aller cueillir des citrouilles aussi. Tout à fait. Le verger Croque-Pomme, situé près de Torceau, offre cette activité-là. Je vous invite vraiment à consulter leur page Facebook, par exemple, pour être à l'affût là, des heures d'ouverture, tout ça. Pour l'instant, c'est annoncé le samedi, dimanche de 10 à 16 heures, mais je sais qu'il reste déjà pratiquement plus de grosses citrouilles, mais il en reste quand même là, de format petite et moyenne, mais pour avoir vraiment toutes les informations, le verger Croque-Pomme, page Facebook. Mais là, Jessie, il y en a qui ne fêtent pas ça du tout, l'Halloween, et qui n'aiment pas non plus les citrouilles. Ça ne leur tente pas d'aller cueillir des citrouilles. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne fait pas ça? Si on ne fait pas ça, on peut aller aux Chutes de Plaisance, qui est un site tout à fait majestueux, situé, comme ça le dit, à Plaisance. Ce sont des chutes de 63 mètres de hauteur, donc très spectaculaires. Et c'est ouvert avec plaisir. C'est vraiment plaisant de savoir jusqu'au 14 novembre prochain. Et c'est un endroit où il y a un belvédère, évidemment, pour admirer les chutes. Il y a des tables à pique-nique aussi pour prendre un petit repas en famille, une petite collation s'il fait trop froid. Mais il y a aussi, c'était un village avant qui était établi aux Chutes de Plaisance qui s'appelait North Nation Mills. Et donc, quand on se promène sur le site, on peut lire plusieurs panneaux d'interprétation qui nous racontent la vie de l'époque. Donc, c'était bâti grâce au moulin assis qui appartenait à la famille Papineau. Donc, on peut en apprendre plus sur cet aspect seigneurial de la petite nation. On y parle aussi de la maison du gérant du village, de l'école. Donc, c'est vraiment impressionnant de pouvoir s'imprégner de l'atmosphère qui y régnait à l'époque grâce à ces panneaux. Et autre particularité, c'est la tête de l'Amérindien qu'on peut voir quand on observe les chutes à partir du belvédère. C'est vraiment un rocher qui ressemble vraiment beaucoup à une tête d'Amérindien. Et il y a des panneaux aussi là, qui aident à voir vraiment les détails du rocher. Donc, une belle sortie là, pour la période automnale qu'on vit en ce moment. Oui, parce qu'après, il va falloir prendre une pause avant de pouvoir avoir encore accès à ce parc. Fait que profitons-en maintenant, puis c'est très faible, les coûts pour y accéder. Là, oui, c'est 7 $ par adulte, 3 $ par enfant. Il y a des forfaits familiales aussi, puis il y a des prix spéciaux pour les aînés, les étudiants. Je vous invite, toutes les informations sont sur le site web de la ville de Plaisance. Excellent. Puis, tous les détails. Puis, on a eu une belle nouvelle aussi. Les productions Les Deux Vallées ont annoncé des nouveaux spectacles. Oui, ils ont annoncé cette semaine. Et Productions Les Deux Vallées, c'est quoi? Bien, en fait, c'est l'auditorium de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. L'auditorium a été rénové au coût de 1,8 million de dollars. Donc, tout a été refait, autant les blocs sanitaires, le hall d'entrée, les bancs ont été changés, nouveau système de son. Donc, ça a donné lieu à une association entre les Productions Les Deux Vallées, la commission scolaire au cœur des vallées, et avec, c'est le centre de services scolaires maintenant.
et avec la municipalité de Papineauville pour offrir une série de programmes de programmation professionnelle de spectacles en 2022. Et il y a déjà 4 noms qui avaient été annoncés, dont François Bellefeuille, Peter McLeod, Patrick Normand et les deux frères. Mais là, s'ajoute vraiment cette semaine, comme tu l'as si bien dit, Floralie, 5 spectacles, dont 3 humoristes, Philippe Bande, Guy Nantel qui va présenter son nouveau spectacle et Simon Gouache. Et s'ajoutent aussi Arvin Blais et Émile Bilodeau, qui sont 2 chanteurs. Il y en a vraiment pour tous les styles. Hein. C'est quand même des spectacles assez variés. Au total, on parle de 13 spectacles qui vont être annoncés, donc il reste 4 annonces à faire au cours des prochaines semaines. Et la particularité, en plus que c'est nœud, bien, en fait, c'est très intime parce que c'est seulement 357 places. Ben oui, on peut se compter chanceux d'avoir ça très près pour une petite salle comme ça. Merci beaucoup, Jessie Laflamme. Bien, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Daniel Lafortune. Bonjour, Daniel. Bonjour, Floralie. Daniel, tu es allé voir le film Les oiseaux ivres. Qu'est-ce que tu en as pensé? Les oiseaux ivres, ça ne veut pas dire qu'ils se promènent dans le ciel parce qu'ils ont pris un verre de vin de trop. C'est un peu une symbolique à travers l'œuvre du réalisateur Ivan Grobitsch. Je ne sais pas si mon serbe est bon, mais c'est un réalisateur québécois, né à Montréal, mais de parents qui viennent, je crois, de Serbie. Ce film-là, c'est son deuxième. Il a fait 11 ans passés, il avait fait Roméo 11. Et dans celui-ci, il part d'un personnage d'un chauffeur pour un cartel mexicain qui va, on le voit se faire courir dans le désert et une séquence plus loin, on le revoit, il arrive sur une ferme de la Montérégie, il s'en vient travailler comme beaucoup de travailleurs étrangers, des Mexicains, des Guatémaltèques, des Nicaraguayens. Il s'en vient s'installer chez Claude Legault et Hélène Florent, qui ont une ferme qui produisent beaucoup de laitue. Et c'est la 4e génération d'agriculteurs qui sont là. Alors, c'est un contraste. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est la relation, évidemment, avec les immigrants travailleurs, mais aussi entre le couple qui bat de l'aile et leur fille qui sait ce qui se passe parce que le personnage de la mère a déjà eu une aventure avec un de ces migrants-là l'année antérieure. La caméra, c'est la femme de Grobitsch qui a réalisé, elle s'appelle Sarah Michara, une fille de Boston. Ce qui est plaisant et magnifique dans ce film-là, c'est comment c'est filmé. Le texte est omniprésent, mais très, très subtil, très peu de texte. Le cinéma, c'est le langage de l'image. Et dans ce film-là, l'image est omniprésente. Il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de poésie à travers l'image. Il y a des scènes qui sont alarmantes et en même temps belles, même si c'est violent. Je pense à la scène où il pleut à boire debout et le personnage de Claude Legault cherche, puisqu'il s'est passé un acte de violence à l'égard de sa propre fille, et tous les migrants sont mis en valeur par la caméra, mais aussi par la lumière d'un camion et de tous ces personnes qui vivent dans la Montérégie, ces cultivateurs-là. Alors, ça donne un film magnifique. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un beau film comme ça au Québec. Et il est en nomination. Il représente le Canada pour les prochains Oscars. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il devrait être dans les 5 en valeur, parce que je n'ai déjà vu des films qui étaient moins importants que celui-là. Bravo à ce réalisateur. Mais tu sais, moi aussi, je l'ai vu, Les oiseaux ivres, puis à certains moments, j'aurais vraiment voulu qu'on creuse davantage les personnages. J'avais l'impression que, oui, l'image, elle était magnifique, mais j'aurais voulu en savoir plus sur les personnages. On restait très, très, très en surface. En fait, c'est voulu par la réalisation dans laquelle l'image est omniprésente, mais le texte est secondaire. On devine, c'est ce qu'il a voulu faire, nous faire deviner, nous faire aller plus loin dans ces personnages-là. Qu'est-ce
qui va subvenir, qu'est-ce qui va arriver. La seule faiblesse, moi, ce que j'ai vu, c'est Marine Johnson, qui est la fille, qui joue la fille. Son jeu est bon, parfois il est un petit peu inégal. Alors, moi, j'ai accordé la note de 8,5 sur 10. Oh, 8,5 sur 10, c'est pas souvent qu'on entend ça de la part de Daniel. Pas souvent. Alors, il est à l'affiche présentement. Au Cinéma Neuf, et il va faire partie, je fais le pont, avec le prochain Festival du film qui commence jeudi soir avec le film de notre beau Denis Villeneuve. Dune. Et Tania Lapointe, qui est productrice, qui est sa compagne de vie, mais qui a déjà été la présidente du Festival du film il y a 5 ans, je crois. Alors, Denis Villeneuve nous présente un film de science-fiction, Dune. Moi, je n'ai pas lu aucune de ces œuvres-là. Là. De science-fiction, disons que ça me laisse un peu froid, mais je serai de la première. J'espère que tu vas aller le voir parce que ça va être à l'affiche après ça pour un bout de temps. Oui, j'essaierai d'aller le voir aussi. Quel autre film on va pouvoir voir au festival, donc? Évidemment, il y a beaucoup de films qui sont présentés, qui ont fait les grands films, les grands festivals. Il y en a qui ont fait la Mostra à Venise, il y en a qui ont fait Cannes. À Cannes, le dernier gagnant du festival de Cannes, Titane, c'est beaucoup des réalisatrices qui nous présentent leurs films. Titane, c'est la réalisatrice Julia Ducournau, qui a déjà gagné à Cannes. Alors, elle vient nous présenter son film. Il y a aussi une autre réalisatrice qui présente Les Autochtones sont à la mode. Hein? On le sait, M. Molson, là, au Centre Bell, là, il va faire une annonce qu'on est en territoire mort. Non cédé, oui. C'est pour se disculper, mais elle, Caroline Monet, a fait Bootlegger, l'alcool et l'Amérindien, avec Pascal Buissière. C'est tourné dans la région, dans le coin de Maniwaki, que l'on connaît, qu'il y a une réserve amérindienne là-bas. Il y a aussi Larissa Sadlova qui présente Il était une fois dans l'Est, un film russe magnifique. Ça se passe en campagne russe. Un film que j'ai vu, je pense que c'est à Québec. C'est un film qu'il faut absolument aller voir. Et il y a une pléiade de films qui sont là pour vous. Ça dure du 21 au 29. Il y a encore beaucoup de places. Les billets, on les reçoit. On les achète seulement sur place au coût de 8 $. Alors, bon festival. Oui, et c'est la première fois que ça se passe en octobre. Peut-être que ça sera mieux pour certaines personnes à suivre. On verra. Merci beaucoup, Daniel Lafortune. Merci à toi, Floralie. Et je vous rappelle que si vous voulez revoir nos émissions, c'est possible de le faire directement sur YouTube. Je vous invite à nous suivre aussi sur notre page Facebook. C'est ce qui conclut notre émission. À bientôt, tout le monde.